Bonjour, aujourd'hui mise en place de l'appareil reproducteur chez l'homme. Alors cette vidéo est commune à la fois aux premières ES et aux premières S. Il y aura simplement quelques parties un peu plus poussées qui ne sont pas au programme des ES, je vous le signalerai au moment voulu. Donc on va déjà voir les différentes échelles du phénotype sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire les différentes échelles? On parle d'échelle en sciences, l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit avec les yeux, l'échelle microscopique, ce qu'on voit avec le microscope. Et donc on va travailler sur l'échelle de l'organisme, l'échelle cellulaire et l'échelle moléculaire. Donc tout d'abord l'échelle de l'organisme pubère. Donc on va prendre l'exemple de la statue d'Apollon, dieu grec, fils de Zeus. Et donc on peut, en observant cette statue, je ne vais pas mettre un bonhomme tout nu, hein, on va rester correct. Oh, ceci dit, c'est un beau gosse, Apollon, non? Eh bien, on peut définir des caractères sexuels masculins et féminins en observant le corps d'un individu. Donc, on voit très bien la différence entre un homme et une femme. Donc là, la Vénus de Milo. À l'échelle cellulaire, maintenant, on va distinguer des cellules particulières chez le mâle, c'est-à-dire les cellules reproductrices spermatozoïdes, et chez la femelle, la cellule reproductrice, l'ovule. À l'échelle moléculaire, maintenant, on va distinguer des productions d'hormones chez la femme, qui sont l'œstradiol. On a déjà vu dans une autre vidéo que principalement l'œstradiol, mais il existe aussi la progestérone. Donc on a des variations de production d'hormones au cours du cycle. On voit aussi que chez l'homme, le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle également l'activité des cellules. On a ici sur ce graphique, après la naissance, arrivé vers l'âge de 11-12 ans, mise en route des hormones FSH et LH, et en parallèle, mise en route de la testostérone. Et en parallèle de ça, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent, donc le début du développement du pénis, l'apparition des poils pubiens, pic de croissance, première éjaculation. Donc on a un contrôle hormonal qui va définir un sexe au niveau de la cellule. Donc soit des cellules germinales masculines spermatozoïdes, soit des cellules germinales féminines, les ovules. Donc on a un contrôle du sexe qui se fait par la présence d'un gène sur le chromosome Y. Si on compare le karyotype d'un mâle et d'une femelle, donc une femelle c'est XX, alors on dit femelle alors que vous me dites on fait une leçon chez les femmes, oui, la femme. Mais si on prend tous les mammifères, femelle XX, mâle XY. Enfin ceci dit chez les invertébrés, en général c'est comme ça, il y a quelques exceptions. Bon, retenez que mammifère c'est XX et mâle c'est XY, mammifère mâle. Donc vous avez à droite les photographies du chromosome X, du chromosome Y, vous voyez nettement la différence de taille. Donc au niveau moléculaire, on a donc des molécules particulières, les hormones, et des molécules d'ADN particulières, soit X, soit Y. Donc en bilan, le phénotype s'exprime à 3 niveaux d'échelle. L'échelle de l'organisme pubère, l'échelle cellulaire, l'échelle moléculaire. On peut comparer hommes et femmes, donc à l'échelle de l'organisme pubère, ce sont les caractères sexuels. À l'échelle cellulaire, ce sont les gamètes. Et à l'échelle moléculaire, ce sont les chromosomes et les hormones. Voyons maintenant la mise en place du phénotype sexuel. La fécondation. Donc vous avez ici des ovules in vitro qui sont noyés au milieu du sperme. On voit les spermatozoïdes nager autour des ovules. À partir du moment où un spermatozoïde arrive à rentrer dans l'ovule, l'ovule va se constituer une grosse carapace, vous voyez sur la photo B, où à ce moment-là, plus aucun spermatozoïde ne peut rentrer. Et on va avoir en fait pas le spermatozoïde en entier qui rentre, il y a juste que sa tête qui rentre. C'est en fait un noyau. Et les deux noyaux vont venir s'accoler. Donc le noyau du spermatozoïde, le noyau de l'ovule, jusqu'à fusionner. Et à partir du moment où on a fusion, on a donc la fécondation qui est réalisée. On additionne les 23 chromosomes du père et les 23 chromosomes de la mère. Ça nous donne 46 chromosomes. Une cellule œuf qui va donner un nouvel individu à 46 chromosomes. Il va falloir maintenant déterminer le sexe génétique de cet individu. Donc, vous savez que chacune de vos paires de chromosomes est formée d'un chromosome venant de votre mère et venant de votre père.
Il en va de même pour les chromosomes sexuels. Vous allez donc recevoir de votre mère forcément un X et de votre père, vous pouvez recevoir soit X, soit Y. Donc finalement, le sexe de l'enfant va dépendre du spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule. Si le spermatozoïde apporte X, nous aurons donc une fille, premier dessin à gauche. Si le spermatozoïde apporte Y, nous aurons donc un garçon. Donc le sexe génétique est déterminé dès la fécondation. Alors, ce sexe génétique, il est contrôlé, on le sait par Y, mais quoi spécifiquement dans Y? On sait depuis 1964 qu'il existe des hommes d'apparence normale possédant un karyotype XX. Donc ces individus, 1 sur 20 000, ne possèdent pas de chromosome Y. Donc il y a un problème. On a donc émis l'hypothèse qu'il y avait probablement un morceau du chromosome Y qui se serait détaché du Y d'origine et qui se serait raccroché au chromosome X. Alors, les ES, ne vous inquiétez pas, c'est du niveau S, mais c'est pas grave, c'est simple à comprendre. Ça s'appelle une translocation. Bref, un petit morceau du Y qui se détache et qui se met sur X. Et donc, finalement, on a un combo XY. Et si un embryon reçoit cet X provenant forcément de son père, avec un bout de Y dessus, et on a un embryon forcément XX et que ça devient un garçon, c'est que le petit bout de chromosome qui est venu s'accrocher sur X contient le gène à l'origine de la transformation du sexe en sexe masculin. Donc ce gène s'appelle le gène SRY, il est localisé sur la partie terminale du chromosome Y, sur son bras le plus court. Et on l'appelle SRY parce que c'est de l'anglais, Sex Determining Region of Y chromosome, donc se trouve uniquement sur le bras court. S'il y a présence du gène SRY, l'individu sera masculin, en l'absence de SRY, l'individu sera féminin. Si on fait une électrophorèse d'ADN, on prend un homme XY, on récupère ses chromosomes et on fait une électrophorèse. On a 3 fragments qui apparaissent. Alors j'ai un peu caché ma légende, je suis désolée. Le fragment du bas, c'est le morceau de Y, c'est l'ADN Y qui a migré. Ensuite, le deuxième trait, ce sont les fragments de X. Et enfin, tout en haut, c'est le gène SRY. Donc ça, c'est notre référence. Si on prend une femme XX, forcément, elle n'a qu'une trace d'électrophorèse au niveau de X. Donc une électrophorèse, je le rappelle, c'est une migration de fragments d'ADN sur une sorte de gel parcouru par un courant électrique. Et les molécules les plus petites iront le plus loin possible, elles seront entraînées par l'électricité, elles vont avancer le plus loin possible dans le gel. Et les molécules les plus grosses vont être freinées, n'arriveront pas à circuler dans le gel et vont rester proches de leur lieu de dépôt au début du gel. Donc ici, sur cette électrophorèse, les dépôts d'ADN, ils ont eu lieu en bas de la bande. Donc, on a nos deux témoins, chez un homme XY et chez une femme XX. Regardons maintenant un homme XX. Et bien cet homme XX, il possède le gène SRY, on le voit très bien. Et chez une femme XY, vous voyez que cette femme possède un Y, elle possède effectivement un Y, mais sans posséder le SRY. Donc, elle ne possède finalement que la partie Y correspondant à X. Du coup, c'est comme si elle avait 2 X. Et même si elle est XY, elle est une fille. Donc l'apparence sexuelle féminine, elle s'exprime en l'absence de chromosome Y et en présence d'au moins un chromosome X. Alors que l'apparence sexuelle masculine, elle est liée forcément à la présence du chromosome Y et plus précisément à sa partie terminale possédant le gène SRY. Donc on peut avoir plusieurs combinaisons possibles pour obtenir les deux sexes. Donc première ligne, XX ou triple X ou X0, on n'a que du X. On a des filles. Bon, le problème du triple X, ça concerne une femme sur 500, les ovaires sont fonctionnels, on a une fertilité, donc c'est pas tellement un gros problème. Par contre, là, on a un vrai problème, c'est X0. Il y a ici ce qu'on appelle un syndrome de Turner. L'individu est stérile, ça touche une femme sur 2700. Les ovaires régressent. En fait, il y a vraiment besoin d'avoir au moins 2 chromosomes X pour que l'appareil reproducteur fonctionne. Ensuite, concernant le sexe masculin. Alors, forcément, XY, ça marche.
XXY, ça marche aussi. Et puis, XYY, ça marche. Alors, le problème ici, c'est XXY. Il marche, on obtient un sexe masculin, mais les testicules sont petits, sans cellules germinales. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. C'est un homme sur 700. Donc là, il va être stérile. Et puisqu'on a un conflit, on a 2 fois X. Donc on peut fabriquer un appareil reproducteur féminin, mais on a Y qui est là. Donc il va y avoir un conflit, et ce qui fait qu'on a bien un garçon, mais qui sera stérile. Concernant le XYY, bon, c'est fonctionnel, ça touche un homme sur 500. Aux États-Unis, à un moment donné, pour justifier leurs accès de violence, ils avaient mis l'hypothèse que, comme ils avaient beaucoup de violence chez eux, c'est parce que y a un homme sur 500 qui possède 2 Y et que le chromosome Y est le responsable de la virilité. Et donc, si on a 2 Y, on est plus agressif que les autres. Ça n'a jamais été prouvé. Enfin, il existe donc des cas particuliers. Le 46XX, qui est censé être une fille mais qui est un garçon parce qu'il y a eu greffage d'un petit morceau de Y contenant le fameux gène SRY responsable de l'apparition du sexe masculin. Et on va avoir le 47XY qui est censé être un garçon mais qui sera une fille parce que justement c'est le chromosome Y qui a perdu son petit bout. Il a récupéré en échange le bout du chromosome X. Donc forcément, il n'a que des informations de X sur son chromosome Y et donc il sera féminin. Bon, par contre, dans ces deux cas, il manque quand même des gènes et on a une stérilité. Donc on va construire un schéma bilan au fur et à mesure de cette leçon. La première étape, c'est la mise en place de l'appareil génital indifférencié et déterminer si il va être masculin ou féminin. Et ça va dépendre du chromosome Y et de la présence du gène SRY. On va donc compléter ce schéma au fur et à mesure. À gauche, ce sera donc le garçon, en jaune avec la présence du SRY, et à droite pas de gène SRY, la fille. Et on verra donc plus tard, on va rajouter sur ce schéma les conséquences de l'absence et de la présence de ce gène. Donc la mise en place du sexe gonadique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une gonade? C'est un organe animal destiné à la reproduction. Elles vont par paire, 2 testicules, 2 ovaires, jouent un rôle important dans l'appareil reproducteur puisqu'ils fabriquent les gamètes. Chez les mâles, les spermatozoïdes par les testicules et chez les femelles, les ovules par les ovaires. Chez l'être humain, les gonades mâles et femelles se différencient au cours du développement embryonnaire. Donc, on va obtenir soit un garçon à la naissance, soit une fille à la naissance. Donc, l'appareil reproducteur du garçon, 2 testicules, qui sont connectés à l'épididyme, c'est une sorte d'entrepôt pour spermatozoïdes. Et enfin, le canal déférent qui va conduire les spermatozoïdes. Ceux-ci vont avancer jusqu'à la vésicule séminale et la prostate, où la vésicule et la prostate vont libérer du liquide nourricier pour nourrir les spermatozoïdes. Ça va à ce moment-là former ce qu'on appelle le sperme, et à ce moment-là, il y a éjaculation. Chez la fille, on a les ovules qui sont fabriqués dans un ovaire, alternativement. Un mois c'est l'ovaire gauche, l'autre mois c'est l'ovaire droit, chacun son tour. Les ovaires vont circuler dans la trompe de Fallope, rencontrer éventuellement le spermatozoïde, et il va y avoir nidation dans l'utérus. Donc quel est le rôle du gène SRY quand il s'exprime? Comment est-ce qu'il déclenche la différenciation? Au cours de la 7e semaine, le chromosome Y permet la différenciation des gonades indifférenciées en testicules par l'intermédiaire de la protéine TDF, Testing Determining Factor. Mais il n'y a pas de production de gamètes. Donc vous avez appris en génétique qu'un gène contrôle la fabrication d'une protéine et cette protéine va agir dans l'organisme. Alors les ES et les L, ne stressez pas, ça c'est du niveau S. Vous n'avez pas à maîtriser ça pour votre épreuve anticipée. Mais c'est toujours bien de comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait la protéine TDF va jouer un peu le rôle d'un messager. Elle va transformer la gonade indifférenciée en testicule. En l'absence du chromosome Y, les gonades indifférenciées ne reçoivent pas la protéine TDF et elles vont donc évoluer en ovaire vers la 8e semaine. Les cellules ovariennes se multiplient, se différencient un peu plus tard en follicules primordiaux, dont le stock est définitif et constitué avant la naissance. La petite fille, elle naît avec 400 000 follicules primordiaux. Donc, on a au départ une gonade qui est fabriquée et si Y est présent, il y a SRY,
il y a la protéine TDF, la gonade devient testicule. Si Y est absent, il n'y a pas de TDF et la gonade devient ovaire. On peut donc compléter notre deuxième étape du schéma. On va rajouter donc chez le garçon le gène SRY produit la protéine TDF. Il va y avoir différenciation des gonades en testicules. On parle de sexe gonadique. Chez la fille, pas de gène SRY, donc pas de protéine TDF. Donc différenciation des gonades en ovaire. C'est le sexe gonadique féminin. Comment se met en place le sexe phénotypique? Donc, on va avoir ici des échographies déterminant le sexe du fœtus. Donc, au cours du suivi de grossesse, on réalise une échographie chaque trimestre à 12, 22, 32 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée, ça veut dire absence de règles. La détermination du sexe est généralement possible dès la première semaine échographie vers 12-13, pas la première semaine, pardon, la première échographie vers 12-13 semaines. Donc, vous avez ici A, vous reconnaissez? Alors, c'est un garçon vu de dessous. Vous avez les deux cuisses, les jambes 2, à gauche des fesses, les jambes 1, et donc le pénis au milieu. Alors que là, c'est une fille, vulve vue de dessous avec les fesses à droite, les vulves avec les petites et les grandes lèvres. Donc, le fameux stade indifférencié. Avant la naissance, à la 8e semaine de grossesse, vous avez à gauche la photographie par échographie du sexe dit indifférencié. Il est composé d'un tubercule génital avec un sillon urogénital, donc comme son nom l'indique, par lequel va sortir l'urine et les liquides séminaux, et le tubercule labio-scrotal. Alors si on décompose le nom, labio ça veut dire lèvres, labial c'est l'adjectif se rapportant aux lèvres, donc ce tubercule peut devenir des lèvres, et scrotal, il peut devenir aussi du scrotum. Le scrotum, c'est la peau qui protège les testicules. Vous avez à droite la structure interne de l'appareil indifférencié. Vous avez une gonade en orange indifférenciée qui deviendra soit un testicule, soit un ovaire. Et vous avez, attention, l'appareil urinaire qui a été dessiné en beige, il n'intervient pas dans la reproduction, mais les deux sont liés. Et vous avez donc deux canaux qui interviennent dans la reproduction, le canal rose M, le canal de Muller, et le canal bleu, les canaux bleus, pardon, en W, les canaux de Wolff. Donc à 6 semaines, l'appareil génital est identique dans les deux sexes. Les organes sont formés de la même façon à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc maintenant, il va falloir faire évoluer cet appareil génital externe après la 8e semaine de grossesse. Donc chez la fille, le tubercule génital va évoluer en clitoris et les bourrelets génitaux BG forment les lèvres, GL sur la photographie. Et la flèche, elle indique l'orifice génital qui est distinct du méa urinaire. Les filles ne font pas pipi par le vagin. Les deux canaux sont séparés. Hein, si les garçons vous faites pipi par le même trou que là où sort le sperme, c'est tout simplement une économie d'énergie. Il n'y a pas besoin de faire deux canaux chez vous. Alors que chez la fille, la nature a bien fait les choses. Vu que la fille va porter l'enfant, le canal par lequel va sortir l'enfant, on va éviter de le faire traverser par des produits qui peuvent contenir des microbes comme l'urine. Donc la nature a bien fait les choses. Elle a séparé les deux canaux. Donc chez le garçon, on va avoir le tubercule génital qui va évoluer en pénis. Les bourrelets génitaux vont former les bourses et donc la peau va former le scrotum. La flèche indique l'orifice urogénital, donc il y a un seul orifice pour à la fois l'urine et le sperme. Alors, les filles, je vous rassure, quand vous ferez l'amour avec un garçon, le garçon ne peut pas faire pipi en vous. Alors, il y a un système qui bloque le système urinaire quand le garçon est en érection. Donc, n'ayez aucune crainte là-dessus. L'évolution de l'appareil génital interne chez le garçon. Donc, bien sûr, après la 8e semaine de grossesse, à partir du moment où la gonade s'est différenciée. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que la gonade devient testicule, que les canaux de Wolff persistent et se transforment en canaux déférents, alors que les canaux de Muller régressent et disparaissent. Alors, je vous ai mis un petit exercice complété. Si vous ne connaissez pas le site Biologie en Flash, allez-y, c'est un collègue qui le fait. Il y a plein d'exercices et il y a plein de petites animations pour vous rappeler le rôle de chaque partie de l'appareil reproducteur.
Donc dans le testicule, il y a des petits tubes entortillés qu'on appelle les tubes séminifères. Ce sont eux qui fabriquent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont être stockés dans une sorte d'entrepôt, l'épididyme, et au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes vont sortir dans le canal déférent, vont rejoindre vésicule séminale et prostate pour récupérer du liquide nourricier pour former le sperme. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que chez le garçon, les canaux dumulaires ont régressé, et que les canaux de Wolf se sont transformés en épididyme et en spermiducte ou canal déférent transportant les spermatozoïdes. Chez la fille, on a les gonades indifférenciées qui sont devenues des ovaires, qu'on va retrouver bien sûr chez la femme adulte. Le canal de Wolf a disparu, le canal de Muller s'est transformé en trompe, utérus et vagin, qu'on va retrouver un peu plus gros chez la femme adulte. Donc on constate que chez la fille, les canaux de Wolf ont régressé. On constate que les canaux de Muller se sont transformés en trompe, utérus et vagin. On peut donc se demander comment une gonade différenciée peut conduire à la disparition de canaux et à la différenciation des autres. On peut faire des expériences et observer. Alors il y a une expérience, pas vraiment une expérience, c'est une observation qui est très célèbre. C'est l'observation de Lilly en 1916, qui a observé donc des génisses. Donc des génisses, ce sont des jeunes vaches, nées d'une grossesse gémellaire, donc une grossesse de jumeaux. Avec un jumeau mâle, elles sont qualifiées de free martins, ces génisses. Donc qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles ont un poitrail de taureau, une puissance musculaire nettement supérieure à celle d'une vache. Elles possèdent des organes génitaux externes femelles, des mamelles, mais elles sont stériles, car leur appareil génital présente différentes anomalies. Les ovaires sont petits, parfois masculinisés, les cornes sont peu développées, parfois absentes, et certains organes masculins, comme les vésicules séminales, peuvent être présents. Alors, si on regarde des grossesses gémellaires chez les vaches où il y a à la fois un mâle et une femelle, on s'aperçoit que le placenta, comme vous le voyez sur le dessin, les deux placentas sont connectés, ce qui veut dire qu'il y a du sang de l'embryon mâle qui va dans l'embryon femelle et vice-versa. Or, on peut se poser la question, est-ce que c'est le mâle qui devient femelle ou la femelle qui devient mâle? On s'aperçoit que c'est la femelle qui devient plutôt mâle. Donc on peut supposer qu'il y a une masculinisation de la femelle due à des hormones venant du mâle et qui ont modifié la structure de la femelle. Donc la masculinisation de la génisse, elle ne peut s'expliquer que par la sécrétion d'une hormone masculinisante produite par le mâle. Cette substance serait véhiculée par le sang. On ne peut pas observer cette évolution chez les jumeaux humains tout simplement parce que les placentas sont séparés et les vrais jumeaux sont obligatoirement de même sexe, donc il n'y a pas de problème s'il y a une circulation d'hormones. Alors, essayons de comprendre le rôle de ces hormones. On prend l'appareil génital différencié d'un jeune garçon. Si on enregistre les hormones qu'il existe dans le sang à différents stades de développement, on s'aperçoit qu'avant la naissance, on a une mise en route de production d'hormones vers 3 mois de grossesse et de 2 hormones différentes, la testostérone et une hormone appelée AMH. Ces hormones diminuent rapidement pour la testostérone à la naissance, il n'y en a plus du tout, l'AMH existe encore à la naissance mais va disparaître vers les 10 ans. Donc chez le garçon à la 9e semaine, le testicule produit 2 hormones, testostérone et hormones antimullériennes ou AMH. Cette production de testostérone et d'AMH, elle cesse dès l'acquisition du sexe phénotypique, donc dès qu'il est devenu finalement mature vers ses 10 ans. On peut donc supposer que ces hormones interviennent dans la différenciation sexuelle. Et c'est en 1947 qu'Alfred Jost a pu mettre en évidence la présence d'hormones lors de la différenciation mâle. Donc Jost travaillait sur des embryons de lapin de moins de 19 jours. On va voir les expériences. Donc tout d'abord, voici un témoin. Chez le témoin possédant un ovaire, on constate que les canaux de Wolf régressent. Donc ça, c'est une image prise dans un sujet de bac. Donc vous voyez que les canaux de Wolf en bleu sont en pointillés. Cela signifie qu'ils ont régressé alors que les canaux de Muller sont complets. On en déduit donc que l'ovaire ne produit pas d'hormones permettant de maintenir les canaux de Wolf puisqu'ils disparaissent. Expérience numéro 1. On va greffer un testicule à côté d'un ovaire. Donc dans l'expérience 1, on greffe un testicule à côté de l'ovaire gauche. Faites attention, je vous rappelle que vous regardez un individu en face de vous, donc la polarité gauche-droite est inversée. On constate que les canaux de Wolf ne dégénèrent pas du côté du testicule greffé, alors qu'ils dégénèrent un peu du côté de l'ovaire non associé à un testicule, comme chez le témoin.
On peut donc supposer que le testicule contrôle à distance le maintien des canaux de Wolff. On peut supposer qu'il s'agit d'une hormone, en toute logique celle que vous connaissez, la testostérone. Donc, on va faire une deuxième observation ici. Dans l'expérience 1, on constate la régression des canaux de Müller du côté du testicule. Regardez, il est en pointillé rose. On peut donc supposer que la testostérone fait disparaître ces canaux. Puisqu'on dit qu'elle maintient les canaux de Wolff, c'est l'hormone que l'on connaît, on peut supposer qu'elle maintient les canaux de Wolff et fait disparaître les canaux de Müller. Faisons une autre expérience. Donc dans l'expérience 2, on greffe un cristal de testostérone pure à côté de l'ovaire gauche. On veut bien vérifier que c'est la testostérone qui fonctionne. Et qu'on constate que les canaux de Wolff ne dégénèrent pas et que les canaux de Müller sont entièrement présents également. Donc, on en déduit que la testostérone n'agit que sur les canaux de Wolff, elle les maintient, et que la disparition des canaux de Müller doit être due à l'action de la fameuse AMH produite par le testicule et dont on a mesuré la quantité dans le sang dans le graphique précédent. Donc, chaque hormone produite par le testicule a un rôle particulier. La testostérone va maintenir le canal de Wolff et l'AMH va faire disparaître le canal de Müller. Chez la femelle, il n'y a pas de testicule, il n'y a donc ni testostérone ni AMH. Comme il n'y a pas de testostérone, le canal de Wolff ne peut pas se maintenir, il en a besoin pour rester. Et le canal de Müller, comme il n'y a pas d'AMH qui vient le détruire, il reste en place. On complète donc notre schéma. On arrive à la troisième étape, différenciation hormonale de l'appareil génital. Donc chez le garçon, présence de testostérone et d'AMH, développement des canaux de Wolff et régression des canaux de Müller, c'est le phénotype sexuel mâle immature. Chez la femelle, pas de testostérone, pas d'AMH, développement des canaux de Müller et régression des canaux de Wolff, on a le phénotype sexuel de la femelle immature. La puberté maintenant, elle marque le début du fonctionnement de l'appareil génital. Vous voyez que vers l'âge de 10-11 ans chez les garçons à gauche et un peu plus tôt, vers 8-9 ans chez les filles à droite, on a une augmentation des hormones qui fonctionnent lors du fonctionnement de l'appareil reproducteur et qui sont nécessaires à son fonctionnement, c'est-à-dire la testostérone chez le garçon et les oestradioles chez la fille, et qu'au fur et à mesure que la concentration plasmatique, c'est-à-dire dans le plasma, le liquide de base du sang, que la concentration donc de ces hormones augmente dans le sang, on voit apparaître les caractères sexuels secondaires, donc le développement de l'appareil reproducteur qui lui est un caractère sexuel primaire, l'apparition des poils pubiens, les pics de croissance, les premières éjaculations chez les garçons, chez les filles, les premières règles. Donc là, on s'aperçoit que chez les filles, c'est un peu plus précocement que chez les garçons. On s'aperçoit également que le volume du testicule et le volume de l'ovaire ont fortement augmenté vers l'âge de 10 ans. Ça correspond à l'apparition d'un taux d'hormones un peu plus élevé dans le sang. Donc au fur et à mesure que les gonades grossissent, elles produisent de plus en plus d'hormones qui vont s'accumuler dans le sang et qui vont pouvoir modifier l'organisme et faire sortir les caractères sexuels secondaires. Donc c'est vers la limite des 10 ans. Donc avant 10 ans, les gonades sont immatures et après 10 ans, les gonades sont matures puisqu'elles produisent des hormones. On va comparer les gonades immatures et matures chez une femelle. À gauche, vous avez la femelle écureuil et en bas à droite, une lapine mature. Et quand vous comparez les deux, vous voyez très bien que dans l'ovaire immature, il n'y a pas de corps jaune. Ça veut dire qu'aucun des follicules n'a mené à bout sa maturation et n'a libéré d'ovules. Il n'y a donc pas ici de cycle qui a été mis en route. Alors que dans un ovaire mature, vous distinguez ici deux corps jaunes. Cela signifie qu'il y a eu libération d'ovocytes. Chez les garçons, ça va être la même chose. Chez le mâle, à gauche, vous avez la coupe d'un tube séminifère où on voit à l'intérieur c'est vide, on voit la lumière du microscope, on appelle ça la lumière du canal. Donc le canal, vous le voyez en rose et à l'intérieur c'est immature, on voit bien des petites cellules rose foncé mais elles ne ressemblent pas vraiment à des spermatozoïdes. Alors que si on prend un animal pubère, on regarde dans la lumière du tube, il y a des spermatozoïdes.
Donc, on peut compléter la 4e étape de notre schéma. On va rajouter à la puberté sécrétion de testostérone, appareil génital fonctionnel et donc chez le garçon, chez la fille, sécrétion d'oestrogène et appareil génital fonctionnel pubère. Donc, en bilan, la chronologie de la différenciation sexuelle, c'est tout d'abord la mise en place d'un sexe génétique, puis d'un sexe gonadique immature, puis la mise en place du sexe phénotypique avec la spécialisation des voies génitales et la production des hormones qui vont faire soit régresser le canal de Muller pour donner un garçon, soit faire grandir, soit conserver les canaux de Muller pour donner une fille. Et enfin, dernière étape après la naissance, la puberté où l'appareil génital devient fonctionnel. Et là, donc, on a fini, l'appareil reproducteur est mis en route. Vous voyez, c'est très long chez nous, ça met 14 ans en moyenne. C'est ce qui fait que l'homme, en fait, n'a qu'un seul enfant à la fois et il s'occupe de son enfant pendant très longtemps. Chez les singes, la maturité sexuelle, elle est vers 7 ans. Donc, voilà. C'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que vers l'âge de 2 ans, une mère ne s'occupe quasiment plus de son petit.